Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les différentes visions de l'homme sur la forme du monde. Nous avons revu ensemble les différentes expériences et interprétations qui ont posé l'hypothèse d'une Terre ronde sans réel. Preuve partie d'un postulat qui est peut-être erroné. Les débats ont continué non plus sur la forme de la Terre qui n'était plus sujet à débattre, mais sur sa position dans l'espace qui était déjà discutée à l'époque pour Aristote. La Terre est une sphère immobile, située exactement au centre de l'univers. Cette idée lui semblait logique, car nous ne ressentons pas le mouvement de la Terre, et les objets tombent toujours vers son centre, point. Il divise l'univers en deux zones totalement différentes. Le monde sublunaire, sous la Lune, c'est notre monde, la Terre. Il est composé de 4 éléments, terre, eau, air, feu, et est marqué par le changement, l'imperfection et la corruption. Le monde supralunaire, au-delà de la Lune, c'est le domaine des astres. Il est composé d'un 5e élément, l'éther ou quintessence, qui est inaltérable. Tout y est parfait, éternel, et les mouvements y sont obligatoirement circulaires et uniformes, point. Il imaginait que les planètes, le Soleil et la Lune étaient fixés sur des sphères de cristal transparentes et concentriques qui tournaient autour de la Terre. Dans sa version finale, son modèle comptait jusqu'à 55 sphères pour expliquer les mouvements complexes des astres. Ptolémée ajoute des épicycles, petits cercles sur de grands cercles, pour expliquer le mouvement complexe et rétrograde des planètes. Ce modèle est si précis qu'il restera en vigueur pendant plus de 1400 ans jusqu'au Moyen-Âge. L'Église catholique a adopté cette vision car elle plaçait l'homme et la création divine au centre physique de l'univers saine. 1543, Nicolas Copernic, constatant les complexités du modèle de Ptolémée, place le Soleil au centre et fait tourner la Terre sur elle-même et autour du Soleil. C'est un modèle mathématique élégant, mais qui n'a pas de preuves physiques et qui conserve des orbites circulaires imparfaites. En 1588, Tycho Brahe propose un modèle de compromis où la Terre reste immobile au centre. Le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Mais les autres planètes tournent autour du Soleil. Ces études sur la grande comète de 1577 ont été le déclencheur, prouvant que les comètes traversaient les cieux, contredisant la physique d'Aristote, mais ne prouvant pas le mouvement de la Terre. Finalement, Johannes Kepler, en 1609, qui dans cet ouvrage, Astronomia Nova, Kepler publie ses 2 premières, Lois du mouvement planétaire. Il y démontre que les planètes ne tournent pas en cercle parfait, comme on le croyait depuis l'Antiquité, mais en ellipse, avec le Soleil comme l'un des foyers. Cela renverse la cosmologie aristotélicienne et affine l'héliocentrisme de Copernic. 1619, Harmonis Mundi. Il publie sa 3e loi, qui établit la relation mathématique précise entre la période orbitale d'une planète et sa distance par rapport au Soleil, confirmant l'harmonie mathématique de l'univers. Les mouvements étaient déjà expliqués par Ptolème dans un modèle géocentrique. Ptolémée crée des figures géométriques pour que ça colle. Kepler, lui, cherche la cause physique. Il est le premier à suggérer qu'une force, qu'il imaginait magnétique, émanant du Soleil déplace les planètes. Newton utilise les lois de Kepler pour formuler sa loi de la gravitation universelle. Einstein, avec la relativité générale, vient corriger Newton en s'appuyant sur les bases posées par Kepler de théorie, sur d'autres théories non validées. L'image du château de cartes pour décrire la science moderne est une métaphore puissante qui reflète certaines inquiétudes actuelles sur la solidité des connaissances. Si la science progresse de manière spectaculaire, elle est effectivement confrontée à des défis structurels qui font douter de la robustesse de ses fondations. La science est indissociable de notre système de perception. Comme le suggère une perspective phénoménologique, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais à travers le prisme de nos sens et de nos instruments de scie, on unifie la théorie de Éric Dollard, Walter Russell, du traité des couleurs de Goethe et l'harmone des sphères de Platon. L'univers visible n'est pas matière. Si l'univers n'est pas matière, mais une onde stationnaire, alors la distance n'est qu'une différence de phase. Voyager dans l'espace ne consisterait pas à se déplacer physiquement, mais à changer sa propre fréquence de résonance. La structure est musicale. Les orbites planétaires ne sont pas dues au hasard, mais sont les seuls endroits où l'onde peut rester sans s'annuler, comme les figures de Chladni sur une plaque vibrante. Dans cette unification, la seule chose qui est, c'est la lumière. Merci de votre attention.